Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers. Je suis Jean-François Galéa, cofondateur du cabinet de conseil en trésorerie et système d'information Axi. Avec Forecast, je vous propose de rencontrer des professionnels de la trésorerie inspirants qui vont vous apporter leurs témoignages sur les sujets qui impactent et impacteront nos métiers. Donc on est dans une situation où la banque pousse l'information à son entreprise quand elle est prête à le faire. Et effectivement, ce que l'on souhaite faire avec les API, c'est inverser un peu ce prisme-là et avoir une approche où l'on dit « Moi, trésorier, j'ai besoin de faire un paiement maintenant, j'ai besoin d'avoir l'information maintenant, donc je vais aller chercher l'information maintenant. » Donc je vais, en tant que trésorier, en 8 secondes, pouvoir obtenir le solde de tous mes comptes dans toutes les banques avec lesquelles je travaille et pouvoir, sur la base de cette information-là, prendre une décision, faire mon paiement, faire un investissement, faire un emprunt. On va rendre, entre guillemets, le pouvoir au trésorier sur l'accès à l'information. Aujourd'hui, mon invité est Sébastien de Gasquet. Sébastien est Strategic Relationship Manager chez Swift. Avec lui, nous allons parler de la nouvelle initiative de Swift en matière de trésorerie instantanée. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Très bien aussi. Écoute, je suis content de pouvoir te parler aujourd'hui. Ça fait quelque temps qu'on échange ensemble et qu'on essaie d'organiser cet échange. Et donc, on est très content que ça se concrétise. Donc, avec toi, on va parler d'une nouvelle initiative de Swift, donc ta société. Mais avant, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, tout à fait. Merci de m'inviter ici. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets-là. Donc, je suis Sébastien de Gasquet. Je travaille chez Swift et j'effectue un certain nombre de choses chez Swift aujourd'hui. Je m'occupe principalement de gérer la relation avec un certain nombre de clients français et je m'occupe également de travailler avec les équipes produits et les équipes stratégie chez nous au développement d'un certain nombre d'initiatives et de produits au service des corporates, au premier rang desquels l'initiative Instant Treasury dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a des changements de fonds qui se préparent chez Swift. Est-ce que tu peux commencer à nous en dire un peu plus et surtout nous parler un peu du contexte dans lequel cela se fait ? Oui, tout à fait. Alors, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu moins Swift, donc Swift est une coopérative qui s'occupe notamment d'assurer la relation entre un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, donc des institutions financières, des banques, des entreprises, un certain nombre d'autres acteurs type asset manager ou éditeurs de solutions logicielles. Et donc, le cœur du réacteur aujourd'hui de Swift, c'est le réseau. Et ce fameux réseau donc, qui a été créé dans les années 70, donc on aime bien parler de ça, mais Swift a été la première fintech créée. Donc dans les années 70, on a créé un réseau ad hoc. Et la plus connue. Et la plus connue, effectivement, à date. Alors c'est peut-être que les choses vont changer ou changent déjà, mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on a été créé. Donc l'objectif de Swift, quand la société a été créée, c'était de faire un réseau. Donc c'était bien avant Internet, qui permettait aux banques d'échanger des flux de manière sécurisée, standardisée. C'est toujours un petit peu le rôle que l'on a aujourd'hui, mais nous avons un mode de fonctionnement et une approche qui est similaire à celle qui était la nôtre dans les années 70. Alors, bien évidemment, les technologies autour ont évolué. Bien évidemment, aujourd'hui, on fait un peu plus d'Internet qu'à l'époque. Mais d'un point de vue philosophique, l'approche de je transporte de la donnée d'un point A à un point B est encore aujourd'hui quelque chose que l'on fait beaucoup. Donc on a effectivement beaucoup de services à valeur ajoutée qui ont été ajoutés autour du réseau pur. Mais nous sommes aujourd'hui dans un fonctionnement où, pour parler des entreprises, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, une entreprise souhaite réaliser un paiement international, elle prend un message qu'elle envoie à sa banque envoie ce message dans le monde du correspondant de banking, donc à 1, 2, 3, 4 autres banques qui finissent par arriver à la banque du bénéficiaire et qui finissent par arriver sur le compte du bénéficiaire. Donc on est dans un système assez séquencé dans lequel la data passe d'un point à l'autre et donc c'est aujourd'hui comme ça que cela fonctionne. Ça, c'est un système donc, qui est rodé, qui est utilisé au quotidien par des milliers d'entreprises, des centaines de banques, voire des milliers de banques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Swift se cherche à changer son modèle, quelque part ? Pourquoi un changement aussi profond, vu que c'est un système rodé qui marche ? Alors, pourquoi un changement ? Alors, effectivement, c'est un système rodé qui marche. On va pas tout changer du jour au lendemain, c'est pas du tout l'objectif, puisque, comme tu dis très justement, aujourd'hui, ça fonctionne et ça sert à peu près 12 000 points d'entrée différents dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui utilisé par beaucoup d'acteurs. Et l'idée pour nous est que ça continue, bien sûr. Pourquoi changer ? Parce que on souhaite positionner la data au cœur du projet.
Et donc positionner la data au cœur du projet, ça nous incite et nous encourage à basculer vers un mode plateforme. Donc c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs aujourd'hui font et beaucoup de fintech font. Et le principe que l'on a, c'est effectivement de mettre la data au cœur et de permettre aux différents acteurs de l'écosystème de venir soit contribuer à cette data-là, soit consommer cette data-là. Donc l'objectif pour nous, c'est d'être vraiment au cœur de l'écosystème et de permettre cette interopérabilité, de permettre cet échange entre les différents acteurs de manière fluidifiée et optimisée. Peut-être que on pourrait faire un point, tu pourrais nous expliquer un peu aujourd'hui, techniquement, comment ça fonctionne, le mode actuel, le mode batch, pour après essayer de voir justement, par comparaison avec celui-ci, ce vers quoi vous voulez évoluer. Bien sûr. Donc j'ai un peu évoqué la manière dont ça fonctionnait déjà dans la première question que tu m'as posée, mais très concrètement aujourd'hui, ce que l'on constate dans le monde du paiement international, alors on fait, comme je disais tout à l'heure, plein d'autres choses, mais on fait essentiellement pour les entreprises du paiement international ou du trade ou des échanges internationaux de manière générale. Aujourd'hui, on a un sujet qui est ce fameux mode batch, donc la data par de l'écosystème de l'entreprise. Déjà au niveau de l'entreprise, il y a peut-être un peu de friction puisque une partie de la data est dans l'ERP, une partie de la data est dans l'outil de trésorerie, dans le TMS. L'entreprise va créer un message, va l'envoyer à sa banque. La banque va recevoir ce message-là, donc soit en message unitaire, soit en message bulké, on va dire. Donc on envoie X transactions dans un message ou on envoie une transaction dans un message. La banque va recevoir cette information-là, va recevoir ce message ou ce batch de transactions, va ouvrir ce message, va envoyer ensuite les transactions dans les différents canaux. Donc ça peut être Swift et ça peut être d'autres canaux un peu plus domestiques, on va dire. Et ensuite, donc il y a tout un traitement qui est fait, soit par les différentes banques qui agissent sur la route, on va dire, du paiement, soit par les infrastructures de marché parfois, jusqu'à l'arrivée dans la banque du bénéficiaire et sur le compte du bénéficiaire. Tous ces échanges-là et toutes ces étapes-là génèrent de la friction à certains niveaux. Pourquoi ? Parce que il va y avoir la banque A qui a un système donné, la banque B qui a un autre système. Ces deux systèmes-là ne sont pas nécessairement capables de traiter la data de la même manière, de manière aussi exhaustive. Donc parfois, il peut y avoir de la perte de données en route. Il y a de la friction dans le sens où parfois, il y a des frais qui sont pris par l'une ou l'autre des banques, des frais de change ou des frais bancaires tout simplement, qui ne sont pas nécessairement communiqués à l'émetteur du paiement. Et donc, le trésorier envoie 10 et le bénéficiaire reçoit 8, alors qu'il était censé recevoir 10, et personne ne sait pourquoi. Il y a des screenings qui sont faits sur ces transactions-là. Donc chaque banque a ses propres systèmes de screening pour vérifier effectivement la véracité du paiement et vérifier qu'il n'y a pas de fraude ou qu'il n'y a pas de correspondant ou d'informations dans le paiement que la banque ne souhaite pas voir passer dans ses systèmes. Chaque banque a son propre filtre avec ses paramétrages différents. Donc peut-être que la transaction va passer le filtre de la banque A, mais elle ne va pas passer le filtre de la banque B. Et encore une fois, l'information n'est pas nécessairement ramenée à l'émetteur du flux. Donc toute cette friction-là, en fait, ce qu'on cherche à faire avec la plateforme, c'est sinon la faire disparaître, au maximum la réduire en centralisant l'information, en permettant un screening centralisé d'être fait, en permettant à l'information de circuler de manière optimale entre les différents acteurs, potentiellement par le biais des API, et donc on va en parler je crois un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est un petit peu ça qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que le paiement international soit facile, soit lisible et soit sans friction. Et ça, là, il y a un certain nombre de changements, justement, d'un point de vue format, d'un point de vue technique, qui sont déjà d'actualité, en tout cas qui sont déjà programmés, en particulier sur Fin et sur le format ISO. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu, peut-être ? Oui, tout à fait. Et ça, je crois que c'est les trésoriers en entendent beaucoup parler depuis quelques mois et quelques années déjà et vont en entendre encore plus parler. Donc, on a en parallèle de tout ce que je viens d'évoquer une migration d'un grand nombre de systèmes de place, donc de systèmes, on va dire, plutôt locaux et d'un grand nombre de systèmes, on va dire, européens ou mondiaux vers la norme ISO 20022. L'idée sous-jacente va un petit peu dans le sens de ce que j'ai présenté avant, c'est-à-dire que l'ISO 20022 est, comme tu sais, un format beaucoup plus riche que ce qu'on peut faire sur les MT, qui sont, pour rappeler quand même, MT c'est les formats historiques de Swift, donc c'est des formats qui maintenant ont une cinquantaine d'années, même s'ils ont évolué au gré des années, au gré des releases que l'on fait chaque année, ça reste des formats qui ont une cinquantaine d'années. L'ISO vient ici apporter plus de richesse et donc permet de transporter beaucoup plus de data et qui permet donc de beaucoup plus, on va dire, enrichir
ces paiements-là, enrichir l'information qu'ils transportent, faciliter les screenings des transactions, etc., etc. Donc on a entamé avec la communauté une migration des flux, des formats historiques MT vers des formats ISO. Donc cette migration-là, pour rassurer tout le monde dès à présent, elle porte sur l'interbancaire essentiellement. On n'a pas demandé aujourd'hui aux entreprises d'arrêter de faire du format MT. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que de plus en plus, les banques vont avoir besoin d'échanger des flux au format ISO dans le monde interbancaire. Et donc, elles vont avoir besoin d'obtenir de la donnée riche et de la donnée ISO à la source. Et donc la source, ce sont les entreprises souvent, ou les particuliers bien sûr, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et donc elles vont venir vers leurs entreprises et leur demander de leur donner de la data qui est riche, de la data qui est au format ISO. Et donc, même s'il n'y a pas d'obligation, et nous, Swift, on ne va pas demander aux entreprises d'arrêter d'envoyer du MT à leur banque, la demande viendra très probablement des banques, car dans les différents systèmes de place et dans les différentes infrastructures de marché, on va leur demander de fournir de l'ISO. Donc, on a besoin d'avoir cette chaîne end-to-end ISO, et donc, on encourage très fortement aujourd'hui les entreprises à bouger vers des formats ISO. Oui, puis il y a une recherche aussi de standardisation qui bénéficierait un peu à tout le monde, j'imagine, mais qui prendra nécessairement un peu de temps. Tout à fait, tout à fait. Alors on est conscient aussi, nous, chez Swift, et c'est notre travail un petit peu de faire bouger la communauté, les communautés, et de faire en sorte que on accompagne au maximum les banques vers ces changements-là. Mais voilà, on est conscient aussi que aujourd'hui, les banques, et spécifiquement les banques matures, et les banques françaises et les banques européennes font partie des banques matures d'un point de vue paiement, etc., ont énormément d'applications à faire bouger vers ISO. On a conscience que c'est assez lourd aussi du côté de l'entreprise, puisqu'il faut bouger le ERP, il faut bouger l'outil de trésorerie. On parle dans un monde où chaque corporate n'aurait qu'un ERP et qu'un outil de trésorerie. On sait tous les deux que c'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai qu'on est conscient que le projet est assez lourd pour tout le monde dans la chaîne et pour toute la communauté. C'est pourquoi on a beaucoup engagé depuis 2-3 ans des discussions, voire plus d'ailleurs, je pense que ça fait 4 ou 5 ans d'ailleurs, des discussions avec l'ensemble de notre communauté, avec les éditeurs de logiciels qui sont assez impactés par ces migrations-là aussi, pour faire en sorte que tout le monde s'y mette le plus tôt possible et que l'on arrive avec, comme tu disais très justement, un monde en ISO standardisé le plus tôt possible. Comme tu sais sans doute, la deadline qui est aujourd'hui annoncée pour cette migration ISO interbancaire, c'est novembre 2025. Le plus tôt l'écosystème sera prêt, le mieux. Donc voilà, on est dans cette trajectoire-là. Et bien sûr, on essaye d'apporter notre soutien au maximum à la communauté pour passer ce cap. Là, on a parlé de choses qui concernent le réseau actuel, le fonctionnement actuel, des améliorations en fait souhaitées avec cet objectif de standardisation. Mais pour arriver à cet objectif ambitieux que tu as annoncé au début de notre échange, c'est pas une simple amélioration du réseau que vous êtes en train d'envisager. C'est autre chose. Donc comment vous voulez faire ? Oui, c'est là où c'est intéressant et que la manière dont tu as apporté le sujet va faire sens, j'espère, pour nos auditeurs. C'est que ce sujet ISO, pour nous, il est crucial parce qu'on va se servir de l'ISO comme un socle pour, structurer notre data et la data qui va transiter sur notre plateforme. Et à travers ce socle-là, on va permettre aux différents acteurs de l'écosystème d'interagir entre eux. Via le messaging, on en a parlé, donc on va encore faire du messaging chez Swift. On va encore proposer aux différents acteurs de l'écosystème de faire du messaging, comme je le disais, beaucoup plus en format ISO qu'en format MT à partir de hier, j'allais dire. Mais on va aussi se servir de ce format et de ce qu'on appelle les datasets ISO 20022 pour bâtir tout un set d'API qui vont permettre en fait à ces acteurs-là d'échanger entre eux via la plateforme. Et on souhaite, via l'incorporation de ces API-là, permettre un peu plus de fluidité dans certains échanges. Voilà, le cœur de la réflexion, c'est de dire, on a un socle commun qui est ISO 20022. À partir de ce socle commun, les acteurs qui travaillent aujourd'hui avec nous et qui travailleront demain avec nous vont pouvoir faire soit du message, soit de l'API, mais que cette interopérabilité existe entre les deux et que, encore une fois, l'objectif ultime, c'est que l'échange de data soit fluidifié et facilité entre tous les acteurs. Oui, parce que donc là, tu as parlé d'API, mais avant une petite précision, on parle beaucoup de l'ISO 20022. C'est un format qui, pour ceux qui travaillent dans le paiement le savent, il est déjà en place. C'est pas un nouveau format, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà là, mais qui a vocation à devenir un standard pour remplacer les autres formats. Donc c'est petite parenthèse. Et là, tu viens de parler donc d'API. Donc l'API, ça ne rentre pas en contradiction forcément avec ce format, mais par contre, ça vient un peu en parallèle du réseau dont tu parlais.
Exactement, exactement. Donc le sens de ce que l'on veut faire, et je vais le répéter beaucoup, je pense aujourd'hui, mais le sens de ce que l'on veut faire, c'est mettre la data au cœur. Ce qu'on souhaite, c'est apporter ce que l'on sait déjà faire à cette data-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, interopérabilité, sécurité, résilience. La partie standardisation, tu en as parlé, c'est très important, hein. Je pense que les entreprises ont des difficultés aujourd'hui et auront encore des difficultés demain à s'adapter aux différents standards que chaque banque peut leur proposer. On a beaucoup d'initiatives qui existent pour essayer de faire en sorte de créer des socles communs, et notamment sur ISO avec CGI par exemple. Donc il y a pas mal de choses qui se passent, mais ce que l'on souhaite, nous, avec l'avènement des API et l'arrivée des API dans le monde du trésorier, c'est pouvoir faire en sorte de créer un standard dès le début qui permette en fait aux entreprises multibancarisées d'avoir accès en fait de manière standardisée, de manière sécurisée, de manière résiliente à l'ensemble de leur banque, à l'ensemble des API proposés par leur banque, mais sans avoir besoin d'aller développer le format API de la banque A, le format API de la banque B, le format API de la banque C, puisque c'est pas ce que l'on veut. Donc bien évidemment, ces formats propriétaires bancaires existeront. Bien évidemment qu'un corporate qui n'a qu'une banque ou qui a que deux banques va pouvoir aller travailler avec ces banques via API dans leur format propriétaire. Mais ce que l'on souhaite, c'est aujourd'hui permettre aux clients qui utilisent Swift, pour le reach, pour le nombre de banques avec lesquelles ils peuvent travailler via Swift, d'avoir cette même expérience standardisée, multibancarisée, internationale, en utilisant le channel API. Alors, pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui utilisent aujourd'hui Swift, donc pour nous ça va principalement être des trésoriers, quelle est la différence fondamentale entre la connexion via le réseau Swift actuel et la connexion via la future API que vous allez mettre en place? D'un point de vue technique, c'est quoi la différence? Sans rentrer trop dans les détails. Alors, oui, je vais essayer d'être assez métier, bien sûr. Difficulté de l'exercice. Tout à fait. Donc, d'un point de vue technique, réseau pur, d'un point de vue sécurité pure, d'un point de vue identité pure, nous allons nous appuyer sur les mêmes standards, voire plus sécurisés que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'idée, aujourd'hui, nos clients viennent chez Swift pour le reach, donc pour le nombre de banques qu'ils peuvent atteindre par le biais du réseau, pour la sécurité, pour l'identité, etc. Donc ces valeurs-là et ce socle-là, on a vocation à garder exactement la même chose demain dans le monde API. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que même si chaque trésorier souhaite intégrer la nouvelle technologie, souhaite pouvoir apporter des choses nouvelles dans son quotidien pour se faciliter la vie, je ne pense pas qu'il souhaite le faire au détriment de la sécurité et des aspects très importants de lutte contre la fraude, etc. Donc ça, c'est juste pour donner un petit peu un socle d'un point de vue pur, on va dire sécurité réseau. Voilà, on s'appuie sur les mêmes éléments. Donc ça, c'est assez important. D'un point de vue plutôt philosophique et d'un point de vue comment fonctionne un échange avec sa banque via Swift aujourd'hui et comment fonctionnera un échange avec sa banque via Swift demain. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler des principaux cas d'usage d'un corporate sur Swift. Donc, le corporate sur Swift va faire du paiement, donc en émission, je transmets un paiement à ma banque pour régler, j'allais dire, une facture fournisseur par exemple, et reporting. Donc la banque me renvoie des informations sur ce qui a bien pu se passer sur mes comptes au fur et à mesure de la journée ou des journées. Donc aujourd'hui, on a un système de messaging, donc je crée un message, j'envoie à ma banque pour faire un paiement, et la banque envoie un message au corporate pour la partie reporting, donc avec deux angles principaux, l'angle on va dire intraday et l'angle end of day. Donc il y a deux angles ici qui sont assez importants et qui sont, j'allais dire, la base de ce qu'on fait dans l'offre Instant Treasury, ce qu'on appelle Instant Treasury. Il y a d'autres éléments qui viennent, mais on ne va pas forcément en parler tout de suite et on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment les deux éléments principaux. On connaît bien et on a étudié en fait ces deux éléments-là et on a regardé si et comment la technologie API pouvait apporter un petit peu de disruption, un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement dans ces deux process-là qui sont cruciaux pour le trésorier d'entreprise. Et donc on a constaté en allant discuter avec nos clients, et c'est quelque chose que l'on fait de manière très régulière, on a beaucoup d'initiatives que l'on fait en collaboration avec la communauté, on a constaté qu'aujourd'hui dans le reporting, il y avait un chaînon manquant, dans le sens où en tant que corporate, même si j'ai besoin de faire un paiement à une heure donnée, un jour donné, je n'ai pas forcément accès à l'information relative au cash que j'ai disponible sur mes comptes à ce moment-là, parce que je suis dépendant d'un MT 942 qui va arriver
arriver toutes les heures, par exemple. Alors, les offres des banques diffèrent, hein, bien sûr, mais généralement, on a entre 10, 15, 20, 30 batchs journaliers de reporting intraday, mais qui correspondent pas exactement à l'information dont j'ai besoin à l'instant précis pour faire mon paiement. Et donc, on a jugé intéressant d'attaquer le Instant Treasury par le biais du reporting parce que on souhaite mettre en place une API qui permet à l'entreprise d'aller appeler directement sa banque à l'instant T où elle en a besoin pour avoir l'information sur l'argent qui est disponible sur les comptes au moment où elle a besoin de faire ce paiement-là, et non une heure après ou le soir même parce que le MT 940 arrive le soir même. Donc on veut apporter de l'instantanéité dans ce reporting et dans cet échange d'informations entre la banque et l'entreprise pour permettre aux trésoriers de prendre des décisions stratégiques adaptée et sur la base d'informations la plus fraîche possible. Et là, la technologie API vient apporter beaucoup de disruption par rapport à ce que l'on peut faire avec le messaging aujourd'hui. Oui, donc là, on a, en plus de, on va dire, d'un aspect technique, modernisation du réseau, etc., on a vraiment un avantage pour l'utilisateur qui est de pouvoir justement, de pouvoir consulter vraiment ses comptes et pas juste de consulter le dernier relevé reçu. C'est lui qui va aller regarder exactement, va tirer l'information telle qu'elle est, qu'elle existe à l'instant où il fait la demande. Exactement. Et en fait, la démarche, elle va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dispose d'un compte bancaire, en tant que trésorier, on dispose d'un compte bancaire dans une banque donnée, on a un système qui est mis en place qui dit que toutes les heures, de toute façon, quoi qu'il arrive sur mon compte, je vais recevoir un MT942 et que toutes les fins de journée, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe sur mon compte, je vais recevoir un MT940. Donc on est dans une situation où la banque pousse l'information à son entreprise quand elle est prête à le faire. Et effectivement, ce que l'on souhaite faire avec les API, c'est inverser un peu ce prisme-là et avoir une approche où l'on dit, moi trésorier, j'ai besoin de faire un paiement maintenant, donc j'ai besoin d'avoir l'information maintenant, donc je vais aller chercher l'information maintenant. Donc ça ne veut pas dire que le MT940 ou l'équivalent ISO du MT940 va s'arrêter, parce que je pense que ce sera toujours utile à plein d'égards, et notamment pour les aspects comptables, etc., etc. Mais ça veut dire que on va rendre entre guillemets le pouvoir au trésorier sur l'accès à l'information. Et donc dans un monde où l'on aura embarqué toutes les banques qui travaillent avec les entreprises sur cette initiative Instant Treasury, je vais pouvoir depuis mon outil de trésorerie initier un call API, donc je vais appuyer sur un bouton qui va générer un call API vers l'ensemble de mes banques dans lesquelles je détiens des comptes. Je vais recevoir, alors on a mis en place tout un tas de règles qui régissent un petit peu le temps de réponse des banques pour envoyer cette information-là et tout ça, c'est assez important pour que l'initiative fonctionne, hein. Donc on parle de 8 secondes aujourd'hui maximum pour renvoyer l'information, donc on n'est pas exactement sur de l'instantané, mais c'est tout comme. Et donc toutes les banques vont répondre de manière... C'est raisonnable comme temps de réaction. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, je vais, en tant que trésorier, en 8 secondes, pouvoir obtenir le solde de tous mes comptes dans toutes les banques avec lesquelles je travaille et pouvoir, sur la base de cette information-là, prendre une décision, faire mon paiement, faire un investissement, faire un emprunt, si besoin. Et donc, ça va apporter beaucoup plus d'instantanéité et beaucoup plus d'accès à l'information en temps réel dans l'environnement du trésorier directement. Et donc, pour mettre en place tout ça, vous devez onboarder des banques pour qu'elles rentrent dans vos standards. Au niveau de ces standards-là, par exemple, sur les standards d'API, vous poussez un standard unique pour chaque sens de transaction. Par exemple, pour les reports, pour consulter son solde bancaire et ses transactions, toutes les banques doivent rentrer dans le standard que vous poussez ? C'est comme ça que ça fonctionne ? Tout à fait. Alors, c'est intéressant que tu en parles parce que je pense que les trésoriers qui nous écoutent, je parlais tout à l'heure de multiplier les différents standards qu'il fallait gérer dans son outil de trésorerie ou dans son ERP. Aujourd'hui, on constate dans les outils que l'on propose pour l'onboarding et pour faciliter la vie des clients qui onboardent sur Swift, on constate qu'il y a un peu plus de 1000 formats MT101 différents. Donc le MT101 qui est quand même un standard en tant que tel, on a en fait dans la création de Swift for Corporates ouvert la porte, j'allais dire, à la customisation des messages MT101, ce qui fait que d'une banque A à une banque B à une banque C, on va être obligé en tant que corporate d'implémenter 3 types de MT101 différents avec tel champ qui doit être formaté de telle manière, etc. Ce qu'on souhaite faire avec les API, c'est éviter cet écueil-là. Et donc, nous avons demandé dans le cadre du SLA, donc le fameux SLA, le Service Level Agreement dont je parlais tout à l'heure, où l'on demande aux banques de répondre en 8 secondes avec l'information, nous avons également demandé à ce qu'un standard API soit respecté de manière assez stricte. Quand je dis de manière assez stricte, et ce qui va changer un peu par rapport à ce qu'on faisait avec le messaging avant, c'est-à-dire que nous, Swift, allons jouer le rôle de plateforme au milieu de cet échange API, et donc
je fais encore un anglicisme et je m'excuse pour ça, mais on va enforcer, comme on dit en anglais, donc je vais le traduire en rendre obligatoire l'application de ce standard-là de manière à ce que l'expérience soit vraiment fluide. Donc comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que si l'entreprise nous envoie un call API qui n'est pas formaté selon le Service Level Agreement, le call API va être refusé par Swift. Et de la même manière, si la banque répond avec un call API qui n'est pas formaté selon le Service Level Agreement, la réponse sera rejetée par Swift. Donc ce qui va permettre en fait que le standard existe, ça c'est une première étape, et donc c'est déjà le cas, on a déjà des standards qui sont publiés sur Swift.com, mais que ce standard soit réellement appliqué par tout le monde et que du coup cette expérience standardisée multibanque, multi-pays existe réellement. Et donc effectivement aujourd'hui on est occupé à travailler avec les banques pour qu'elles intègrent ces standards-là, pour qu'elles intègrent cette capacité API dans leurs canaux actuels, donc dans leurs canaux Swift actuels, et qu'elles puissent du coup de fait donner accès à toute cette information aux entreprises. Tu as déjà donné les éléments de réponse, mais pour plus de clarté, les API bancaires, ça existe déjà. Oui. Quel est l'avantage en fait que va avoir un utilisateur à passer par Swift, l'API de Swift, plutôt que de se connecter directement aux API de ces banques? Alors les deux ne sont pas nécessairement opposables, et ça c'est important de le préciser. Encore une fois, aujourd'hui on a énormément de clients qui utilisent SwiftNet, qui utilisent par ailleurs on va dire des canaux propriétaires ou des canaux alternatifs type EBIX, TS par exemple, ou du host-to-host ou du SFTP. Donc ça c'est assez courant déjà. La vocation que l'on a demain, c'est pas nécessairement de venir remplacer ces canaux propriétaires, et donc la plupart des banques avec lesquelles on travaille nous disent ou ont déjà communiqué ou ont déjà délivré, j'allais dire, des API propriétaires. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de venir complémenter l'offre SwiftNet actuelle. Donc, comme tu disais justement, on a Fin, on a FileAct. Fin va être amené à être de moins en moins utilisé par les entreprises pour les raisons ISO que nous avons évoquées tout à l'heure notamment. Et donc, notre objectif via l'initiative Instant Treasury, c'est de venir remplacer avantageusement ce que le corporate fait via Fin aujourd'hui, donc du MT101 en paiement ou du MT940 en reporting par exemple, avec des API qui apportent encore plus de valeur ajoutée, encore plus d'instantanéité, bien évidemment à minima toujours ce niveau de sécurité qui est absolument crucial. La partie identité, puisqu'on va permettre à la banque d'identifier que le call API arrive bien de l'entreprise A et de Monsieur Dupont, le trésorier de l'entreprise A. Donc cet aspect-là va rester, mais l'on vient complémenter l'offre actuelle et potentiellement donc remplacer, comme je disais à terme, ce que l'on est capable de faire sur Fin par le biais des API aujourd'hui. D'accord. Et tout en remplaçant également le format, parce que le type de données, ce ne sera plus du MT. Exactement. Et l'avantage de l'API par rapport au MT, c'est que comme elle est basée sur des datasets ISO 20022, on imagine bien sûr, et c'est notre objectif, que l'information qui sera transportée par l'API sera plus riche, plus complète, plus exhaustive que ce que l'on peut transporter par le biais des formats MT qui sont, comme tu sais, assez limitatifs aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est vraiment aussi l'objectif que l'on souhaite atteindre. D'accord, très clair. Et donc, en termes de roadmap, aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, on en est où? Donc, comme souvent chez Swift, pour ceux qui connaissent la maison, on a une démarche où, dans la création produit ou dans la création de nouvelles initiatives ou de nouveaux services, on travaille en collaboration avec la communauté. Donc, dans le cadre d'Instant Treasury, nous avons engagé les démarches pour travailler au développement de ce produit avec la communauté. Donc, on a aujourd'hui une dizaine de banques, une dizaine d'entreprises et leurs éditeurs qui sont engagés avec nous pour développer cette initiative-là, à faire les tests en conditions réelles, travailler sur les formats, travailler sur le Service Level Agreement, travailler sur le framework contractuel qui va autour. Comment est-ce qu'on intègre ça dans l'offre SwiftNet actuelle? Comment est-ce qu'on intègre ça dans l'offre Score actuelle? Donc on a beaucoup de travaux qui sont en cours avec la communauté sur ces aspects-là. L'objectif que nous avons, donc, c'est d'arriver à proposer Instant Cash Reporting à la souscription, donc pour les banques, pour les entreprises évidemment et leurs éditeurs dès le début de l'année 2023. Et nous allons ensuite travailler sur... Bientôt. Voilà, c'est bientôt, tout à fait. Donc, on est très ambitieux sur cette initiative-là parce qu'elle est vraiment disruptive et elle apporte beaucoup d'innovation en fait et beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements d'un point de vue de la valeur perçue par la communauté entreprise. Donc, c'est assez important pour nous d'arriver avec quelque chose assez rapidement. Donc, on a cette partie reporting qui devrait arriver au début de l'année prochaine et on va dire motivé par l'arrivée d'ISO 20022 et le changement de MT vers ISO, etc., qui arrive, comme je disais, bientôt aussi en novembre
novembre 2025. On souhaite pouvoir proposer cette API d'initiation de paiement premier semestre de l'année 2023 également. Donc encore une fois, dans la perspective d'être cohérent avec ce que l'on fait avec ISO et dans la perspective de pouvoir proposer assez rapidement aux entreprises une alternative à ce qui est aujourd'hui réalisé via Fin. Et est-ce que peut-être tu veux nous parler d'un troisième produit, le Request to Pay ? Oui, alors c'est intéressant effectivement et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure de que comprend Instant Treasury. Donc il y a beaucoup de choses, pas tant que ça finalement, mais quand même beaucoup. Et un des éléments sur lequel on travaille et sur lequel on souhaite aussi avancer avec la communauté. Alors notre priorité, comme je disais tout à l'heure, est vraiment sur le reporting et le paiement, mais on étudie tout un tas d'autres choses. Le Request to Pay, pourquoi on regarde ? Alors il y a beaucoup de communautés qui regardent cet aspect Request to Pay. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours sur Request to Pay. La démarche philosophique de Request to Pay, et ça fait le lien avec l'aspect data dont je parlais tout à l'heure. Le principe, c'est quoi ? C'est je vais aller pousser toute l'information relative à un paiement à la personne qui doit me payer. Pourquoi on fait ça ? Parce que aujourd'hui, le trésorier entend beaucoup parler de lutte contre la fraude, le trésorier entend beaucoup parler, et c'est même pas entend parler, je pense qu'il y est confronté tous les jours. Il y a beaucoup de tentatives qui viennent de... C'est un gros sujet. Voilà, c'est un très gros sujet. Il y a beaucoup de tentatives de fraude qui arrivent de partout, et les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux et de plus en plus créatifs. Donc l'idée pour nous, c'est d'accompagner la communauté pour lutter contre ce type de fraude-là. Donc on a un certain nombre d'initiatives qui existent par ailleurs, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais le Request to Pay permet en fait de sécuriser l'information relative à un paiement. Et donc, je suis beaucoup plus en confiance quand je dois payer un fournisseur si ce dernier m'envoie un message qui est déjà sécurisé, dont je suis certain de pouvoir identifier l'origine, etc. Et donc, ce message-là va arriver chez moi. Je vais avoir toute l'information relative au paiement que je dois faire à ce bénéficiaire-là. Et donc, j'ai plus qu'entre guillemets à cliquer sur un bouton et le paiement va partir, va être libellé comme il faut avec toute l'information qui va bien, toute la sécurité qui va bien. Et en fait, on verrouille entre guillemets la sécurité autour de ce paiement puisque toutes les informations m'ont été transmises. Donc, ça fait vraiment le lien avec cette data-là. C'est donner accès à la data utile et indispensable pour que je puisse faire mon paiement en toute confiance. Voilà, on sécurise une transaction de bout en bout puisque je suis capable de savoir d'où vient l'information et de valider le fait que cette information vient bien de la personne que je suis censé payer. Oui, c'est très prometteur, Matt, de voir ça se généraliser un peu partout. Pour terminer, merci beaucoup Sébastien. J'ai une dernière question à te poser. On parle là de mettre en place de la trésorerie instantanée, c'est-à-dire que n'importe quand on va pouvoir requêter ou transmettre de l'information à ces banques. Est-ce que ça veut dire que quelque part il n'y a plus de cut-off, que les trésoreries c'est H24 Est-ce que on va rentrer dans ce paradigme-là ? Alors c'est intéressant et je pense que ta question fait aussi le lien avec l'avènement et l'arrivée d'Instant Payment de manière, on va dire, globale. Et c'est une question finalement qui revient souvent quand on a ces discussions-là, quand on a des panels sur ces sujets-là avec la communauté. Je pense pas que ça implique la fin des cut-offs. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense pas que le trésorier ni le banquier de l'autre côté ont envie de venir au bureau le dimanche matin. Donc ça, c'est plutôt un aspect organisationnel, mais aussi et surtout puisque c'est pas parce qu'on apporte une nouvelle technologie ou qu'on apporte un nouveau moyen de payer, donc l'instant payment en l'occurrence, que l'on doit faire fi des règles de sécurité de base, que l'on doit faire fi des règles de contrôle qu'appliquent aujourd'hui tous les trésoriers, qu'appliquent aujourd'hui toutes les banques. Donc bien évidemment que potentiellement ça va ouvrir des portes à réaliser des paiements à peu près n'importe quand. Pas nécessairement la technologie API en tant que telle, puisque comme je disais, ça vient juste apporter une alternative et ça vient juste apporter un petit peu d'instantanéité dans l'échange d'informations qui existe déjà aujourd'hui. La partie instant payment peut être un peu plus, c'est pas du tout l'objectif du podcast aujourd'hui, mais c'est vrai que ce sont des questions que l'on se pose, ce sont des questions que la communauté se pose, et je pense que ça fera partie des process que l'on va devoir redéfinir collectivement. Quelles sont les portes que l'on ouvre et quelles sont les portes que l'on veut surtout pas ouvrir. Ah, tout à fait. Tous les avantages qui vont découler de cette nouvelle technologie, en effet, vont potentiellement avoir des impacts sur la manière de travailler. Certaines que l'on anticipe et peut-être d'autres que l'on n'anticipe pas, d'ailleurs. Donc, à voir. Écoutez, très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était un plaisir. Et je te dis à bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu et puis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker et partager. À bientôt pour un nouvel épisode de Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers.